Et en direct avec nous, Myriam Benrad, politologue et auteur du livre Terrorisme, les affres de la vengeance. Avec vous, on va aller plus loin sur ce dossier afghan. Le terrible attentat de jeudi a donc été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. Un attentat qui visait à la fois les Américains et les talibans. L'objectif de l'État islamique, c'était de déstabiliser le nouveau régime taliban et de se remettre au premier plan, c'est cela ? Oui, alors il y a, je dirais, plusieurs objectifs qu'on peut voir dans ces attaques kamikazes qui ont ensanglanté Kaboul. Comme vous venez de le souligner, il y a un conflit depuis plusieurs années maintenant extrêmement virulent au sein de la mouvance djihadiste entre l'État islamique et les talibans qui n'ont pas tout à fait la même approche du djihad et des modes et objectifs de la lutte, et qui se livrent une guerre donc meurtrière depuis plusieurs années dans les provinces de l'Est de l'Afghanistan notamment, mais aussi dans la capitale, aujourd'hui comme le démontrent ces attentats. Et puis je pense aussi qu'il s'agissait pour l'État islamique d'infliger, je dirais, l'ultime humiliation aux Américains qui se retirent, puisqu'on a vu une dizaine de Marines ont été tués dans ces attaques. Donc c'était aussi une façon de marquer l'humiliation ultime des Américains alors qu'ils se retirent dans des conditions catastrophiques. Myriam Benrad, pourquoi les deux mouvements se détestent autant ? Alors c'est tout d'abord une lutte pour le pouvoir, hein, disons les choses. L'État islamique est dans une logique de conquête politique, territoriale, donc il faut pour cela éliminer les talibans. Il y a des dissensions ensuite au niveau idéologique. L'État islamique a une vision globale, transnationale du djihad, hein, qu'il faut porter au-delà des frontières et pas seulement dans le monde musulman, mais jusqu'en Occident. Donc il appelle régulièrement aux attentats contre les pays occidentaux, alors que les Afghans ont réafghanisé en quelque sorte, les talibans ont réafghanisé le combat à travers cet émirat islamique qui a des ambitions avant tout afghanes. Donc on est sur une logique finalement quelque peu nationale. Le terme est un peu dérangeant parce qu'il rejette le nationalisme, enfin ils sont dans cette logique islamo-nationaliste, on va dire. Et puis dernier point, le rapport aux autres communautés. L'État islamique est un mouvement takfiriste. Alors takfiriste, c'est bâti sur le mot arabe takfir, qui est l'excommunication. L'excommunication, donc, qui consiste pour les militants de l'État islamique à rendre apostat, à expulser de l'islam un certain nombre de populations musulmanes, ce qui est très grave parce que ça rend licite ensuite leur meurtre. Et ça a été un point de contention avec Al-Qaïda, lorsque l'État islamique, au départ sur le terrain irakien, a lancé une guerre notamment contre les musulmans chiites. Et d'ailleurs, les partisans de l'État islamique en Afghanistan attaquent la communauté Hazara, qui est la principale communauté chiite du pays, depuis plusieurs années à travers une série d'attentats sanglants. Donc voilà pour les principaux points de divergence qui créent donc toutes les conditions d'une guerre civile finalement entre les djihadistes eux-mêmes. Et les talibans pourraient prendre justement les armes dans les semaines ou les mois à venir, effectivement, pour se défendre ou pour attaquer. Les talibans qui disposent d'une puissance militaire imposante. D'où vient-elle, cette puissance militaire ? Eh bien, ces armes et ces appareils appartenaient dans leur grande majorité à l'armée américaine. Regardez ce sujet à ce propos d'Anne-Sophie Pierry. Des talibans qui paradent aux côtés d'hélicoptères américains dans la province d'Herat à l'ouest, à Kandahar à l'est ou encore à Mazar-e-Sharif au nord du pays. Depuis la reconquête du pays par les ex-insurgés, ces images ont fait le tour du monde et inquiètent sur le matériel militaire désormais à leur disposition. À cause de la négligence de cette administration, nous savons que les talibans ont désormais accès à un équipement militaire américain équivalent à 85 milliards de dollars. Cela inclut 75 000 véhicules, 200 avions et hélicoptères, plus de 600 000 armes légères et de petit calibre. Des chiffres impressionnants assénés par cet élu républicain, difficiles à évaluer et à nuancer parce qu'ils correspondraient à l'ensemble de l'arsenal donné aux Afghans depuis 20 ans. Une grande partie de ces équipements ont été détruits, ont été perdus, et les Afghans eux-mêmes, lorsqu'ils ont perdu, ont fui avec certains de leurs équipements les plus sensibles. Des hélicoptères, des avions notamment, et tous ces équipements-là, les plus sensibles, ce sont des équipements qui ont besoin de beaucoup d'entretien, d'expertise, de formation qui ne sont pas courantes dans les rangs des talibans.
Un savoir-faire qui concerne aussi notamment la conduite des hélicoptères. Ce chercheur en défense et analyse militaire pointe du doigt que sur ces vidéos diffusées par les talibans, ce UH-60 Black Hawk est seulement montré en train de rouler au sol et non de voler. Ces dernières semaines, de nombreux pilotes afghans auraient fui le pays. La vitesse à laquelle les talibans ont mené leurs offensives à travers l'Afghanistan rappelle celle à laquelle les combattants du groupe État islamique avaient récupéré en 2014 en Irak les armes fournies aux forces gouvernementales par les États-Unis. À Kaboul, avant leur retrait le 31 août prochain, les soldats américains font le ménage. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les coups de feu, mais cette nuit risque d'être aussi intense que la nuit dernière où il y a eu d'abord des combats entre des membres du groupe État islamique et des forces talibanes sur l'aéroport et puis également, puisque c'est le départ dans quelques jours, eh bien, les forces armées américaines qui ont commencé à dynamiter tout leur stock d'armes, dont de vastes explosions. Une menace demeure. Des groupes armés comme l'organisation État islamique ou Al-Qaïda, plus proche des talibans, pourraient prendre possession d'une partie de cet arsenal. Myriam Benrad, une question. Est-ce qu'à votre avis, l'Afghanistan pourrait devenir de nouveau le berceau du terrorisme mondial ? Oui, c'est malheureusement aujourd'hui très probable, dans la mesure où la communauté internationale a quasiment donc totalement évacué le pays. Il n'y aura pas sans doute de réengagement militaire conventionnel, puisque les armées occidentales se sont retirées, les Américains les derniers. Rappelons quand même que les alliés de l'OTAN et les Français eux-mêmes s'étaient retirés de ce bourbier afghan il y a quelques années. Donc aujourd'hui, à part des frappes ciblées comme celles qui ont été conduites contre certains éléments de l'État islamique, les Occidentaux ont une marge de manœuvre extrêmement limitée, sauf à coopérer éventuellement avec les talibans contre l'État islamique, sauf qu'on parle des talibans et que les talibans eux-mêmes sont partie prenante de cette mouvance djihadiste, notamment du fait de leurs liens très étroits avec Al-Qaïda qui n'ont pas beaucoup évolué en réalité. Donc on est dans une impasse. La stratégie, à mon avis, va être plutôt celle de l'endiguement, avec un certain nombre de frappes ciblées régulières pour essayer d'affaiblir et de contenir cette menace djihadiste. Mais jusqu'où, jusque quand je crains qu'on ne commence qu'à voir les effets catastrophiques de cet effondrement de l'Afghanistan, qui aurait dû d'ailleurs être anticipé parce que on savait depuis des années que les choses allaient très mal et que la situation sécuritaire se dégradait au profit des djihadistes. Ça n'a quand même rien de spectaculaire. Ça fait à peu près 10 ans que cette détérioration est en cours. Myriam Benrad, vous restez avec nous puisqu'on va continuer à parler de cette situation en Afghanistan qui était bien entendu au menu dans tous les esprits ce samedi à Bagdad en Irak. Bagdad où s'est ouvert un sommet régional sur les crises dans la région à l'initiative du Premier ministre irakien, seul chef d'État occidental présent, Emmanuel Macron, le président français qui appelle à ne pas baisser la garde face au groupe État islamique. Écoutez. Vous connaissez l'attachement de la France à la stabilité de l'Irak et cet attachement passe d'abord par la poursuite de la lutte contre Daesh et la reconstruction des zones libérées. Daesh a été défait territorialement en 2017 grâce au courage des forces armées irakiennes et avec l'appui de la coalition internationale. Et nous savons tous qu'il ne faut pas baisser la garde car Daesh demeure une menace et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité de votre gouvernement. Je veux ici vous redire l'engagement de la France au sein de la coalition à vos côtés. Myriam Benrad, une question à ce propos. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de rappeler le danger que représente l'État islamique ? Parce que, est-ce que selon vous, l'État islamique compte bien revenir sur le devant de la scène également en Irak ? L'État islamique est un groupe qui est né en Irak, je précise. Ce n'est pas... si vous voulez, ça ne sera pas une importation vers l'Irak, puisque ce mouvement a vu le jour en Irak et s'est exporté depuis l'Irak vers d'autres pays, dont l'Afghanistan. Et bien évidemment que l'État islamique demeure une menace de premier plan en Irak, puisque depuis la fin des opérations militaires entre 2017 et 2018, le groupe a eu le temps de se reconstituer sur fond de crise politique, d'absence de reconstruction, et puis surtout d'un ancrage local très fort. Le calife est irakien, enfin le calife entre guillemets est irakien, et le leadership reste irakien. Donc ce pays est exposé au premier plan à cette menace. Merci beaucoup Myriam Benrad d'avoir été dans 64 minutes en direct avec nous. Merci beaucoup.